Pourquoi les émotions négatives nous font-elles faire des erreurs? Un personnage du film 12 hommes en colère avec Henry Fonda illustre parfaitement ce propos. Si c'était moi, j'attendrais pas que cette graine de gangster fasse des bêtises, je les sonnerais avant. Ça gagnerait du temps et pas mal d'argent. Alors, est-ce qu'on y va? Pour bien comprendre, voici un bref résumé de l'histoire. Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque la peine de mort. Le jury composé de 12 hommes se retire pour délibérer et procède immédiatement à un vote. 11 sur 12 votent coupables. Mais la décision doit être prise à l'unanimité. Alors, vous croyez qu'il est innocent? Je n'en sais rien. Et vous avez assisté au procès comme nous tous, vous savez que c'est un assassin dangereux, c'est évident. Il a 18 ans. Mais l'âge n'a rien à voir. Nous savons qu'il a frappé son père d'un coup de couteau au cœur. Ça a été prouvé devant la cour de 12 façons différentes. Voulez-vous que je vous les énumère? Non. L'homme qui a voté non coupable se justifie en expliquant qu'il a un doute sur la culpabilité et que la vie d'un si jeune homme mérite d'être discutée. Il s'emploie alors à convaincre les 11 autres membres du jury, les uns après les autres. Ici, la plupart des jurés font preuve de détachement et maintiennent leur attention sur les arguments présentés par les avocats et les témoins, mais quelques-uns introduisent des données personnelles dans leur perception. En particulier un homme, que nous appellerons Marco, et qui inconsciemment voit dans le jugement une représentation de sa relation avec son propre fils. Un jour, quand il avait 9 ans, il a refusé de se battre. J'étais là et je me suis senti tellement honteux que j'ai failli vomir. Alors j'ai dit, je vais faire un homme de toi, mon garçon, quitte à briser ta carcasse. C'est vrai, j'en ai fait un homme. Eh bien, à 16 ans, il savait se battre. Il a reçu son poing dans la figure. C'est un mâle. Je l'ai pas revu pendant 2 ans. Pour bien comprendre les mécanismes psychologiques qui sont illustrés ici, je vous propose un modèle simple de compréhension basé sur la réflexion de Daniel Kahneman, un psychologue américain, auteur du livre La pensée à 2 vitesses, qui est une référence pour décrypter les mécanismes de la prise de décision. Il explique que nous avons 2 systèmes de pensée. Le système 1 est la pensée rapide. Cette pensée sollicite les connaissances accessibles de manière intuitive et automatique, ce qui ne nécessite pas de réflexion approfondie. Le système de pensée numéro 2 est la pensée lente. Cette pensée sollicite une approche plus intellectuelle, c'est-à-dire à la fois réfléchie et consciente. Cette manière de traiter l'information implique un certain détachement émotionnel et une approche plus rationnelle du processus de prise de décision. Ce qui est intéressant de noter ici est que lorsque l'on est sous le coup d'une émotion négative, notre perception a tendance à se concentrer sur nous-mêmes. Nous devenons le centre du monde. Et ce processus inconscient engage pratiquement systématiquement le modèle de pensée rapide. Et cette pensée rapide ne fait pas bon ménage avec des émotions telles que la colère, la tristesse ou la peur. Dans ce cas précis, nous allons voir que cette pensée rapide est même responsable de l'expression de biais et de distorsions cognitives qui mènent à de graves erreurs de jugement. Comme c'est le cas ici. À la suite d'une scène importante mettant au cœur de la discussion l'arme du crime, Marco explose de colère lorsqu'après une démonstration éloquente, Davis, l'homme seul contre tous, parvient à faire changer de position l'un des jurés dans le cadre d'un vote à bulletin secret. Personne ne sait alors qui a changé d'avis et Marco s'emporte. Si ce monsieur tient à ce que son vote reste secret, c'est son droit. Secret, que voulez-vous dire? Secret? Y a-t-il des secrets quand un jury délibère? Je sais qui a voté ainsi. Bon Dieu, vous vous croyez malin. Vous aviez voté coupable comme tous les autres et voilà qu'à présent, un prédicateur à la voix d'or vous attendrez aux larmes sur le sort d'un pauvre martyr qui est devenu malgré lui un meurtrier. Vous changez votre vote. Ah, ça là, c'est le comble. C'est écœurant. Mais pourquoi n'allez-vous pas faire la quête dans la rue pour lui? On essaie d'envoyer à la chaise électrique un type qui ne l'a pas volé et un imbécile vient nous raconter des babards qu'un autre idiot écoute. Ah, du calme, monsieur, je vous en prie, du calme. Mais pourquoi avez-vous changé d'avis, vous? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Son exclamation illustre un biais cognitif courant. Il s'agit du biais d'illusion de corrélation. Précédemment, le juré que Marco accuse avec autant de virulence n'avait pas souhaité s'exprimer. Il avait gardé le silence.
Mais lorsque le changement de vote d'une personne a été révélé, Marco a confondu deux événements qui n'avaient pourtant pas de lien entre eux. D'après lui, celui qui n'avait pas souhaité s'exprimer était forcément celui qui venait de changer d'avis. Cette situation le met par la suite face à une perte évidente de crédibilité. J'étais assez énervé tout à l'heure et... Ne faites pas attention à ça. Je suis heureux de voir que vous n'êtes pas de ceux qu'on peut avoir au sentiment. Nous venons d'observer un biais cognitif, mais il existe un mécanisme psychique moins souvent évoqué. Il s'agit de la distorsion cognitive. Le docteur Aaron Beck, considéré comme l'un des pères de la thérapie cognitive, explique que les distorsions cognitives sont des façons de traiter l'information qui résultent en erreurs prévisibles, ayant souvent pour conséquence d'entretenir des pensées et des émotions négatives. Ce qui n'est pas le cas d'un biais, qui peut être manifesté sans pour autant qu'il soit sujet à une pensée ou à une émotion douloureuse. La vision de Daniel Kahneman et du Dr Beck semble pouvoir se combiner, puisque notre système de pensée rapide laisse place à une appréciation intuitive et émotionnelle. Alors maintenant, essayons de repérer une distorsion cognitive. Dans la scène suivante, les jurés évoquent le témoignage d'un vieux monsieur du voisinage qui aurait vu l'accusé dévaler les escaliers en panique à la suite du meurtre. Ce témoignage est très important pour les jurés, mais Davis doute de sa véracité. Il évoque le fait qu'il semble étonnant que ce monsieur ait pu traverser tout son appartement en quelques secondes et ouvrir sa porte pour voir le jeune homme. Alors que Davis développe, Marco s'emporte de nouveau, et ce, au point de se contredire lui-même. Mais je veux savoir si un vieux monsieur qui a déjà du mal à marcher parce qu'il a eu une attaque l'année dernière peut se précipiter pour aller ouvrir la porte en 15 secondes. Il a dit 20 secondes. Il a parlé de 15. Il a dit 20 secondes. Vous cherchez à dénaturer les faits. 15 secondes. Comment peut-il savoir si c'est 15 ou 20 secondes? On n'évalue pas ces choses-là. Il a dit 15 secondes, il a été très affirmatif. Alors voyons, c'est un vieillard. La plupart du temps, il confond tout. Il ne peut rien affirmer du tout. Cette phrase prononcée avec colère a pour origine une distorsion cognitive, le tout ou rien. Il s'agit d'une tendance à supprimer toutes les nuances d'un raisonnement. Emporté par sa volonté de faire obstacle aux arguments de Davis, Marco remet en question l'ensemble du témoignage sur lequel, pourtant, il s'appuie pour défendre la culpabilité de l'accusé. Cette nouvelle erreur de jugement décrédibilise sa position une nouvelle fois. Dans la suite du film, les démonstrations de Davis persuadent peu à peu la plupart des jurés, et aux abords de la scène finale, 9 votent non coupables. Il n'en reste plus que 3 à convaincre. La scène qui vient est cruciale car elle met en évidence le témoignage le plus important, celui d'une voisine et qui dit avoir vu le meurtre de ses propres yeux. Vous avez marqué des points, mais je persiste à penser que ce gosse est coupable en me basant sur 2 choses. 1. Le témoignage de la femme qui habite en face de chez lui et qui a vu de ses yeux commettre le meurtre. À mon avis, c'est là le témoignage le plus important. Et 2. Le fait qu'elle savait comment a frappé l'assassin. Elle a dit qu'elle avait vu le gosse lever le couteau au-dessus de sa tête et le plonger de haut en bas dans le cœur du vieux. Elle l'a vu frapper de haut en bas. C'est absolument exact. Elle dit qu'elle s'est couchée ce soir-là vers 11 heures. Son lit étant près de la fenêtre, elle pouvait, tout en restant étendue, voir ce qui se passait chez le gosse dont la fenêtre était ouverte. Pendant 1 heure, elle s'agita dans son lit, incapable de dormir, puis elle se tourna vers la fenêtre. Et vers les minuit 10, à peu près, alors qu'elle regardait au dehors, elle vit l'assassinat à travers les vitres du métro aérien qui passait. Elle a dit qu'aussitôt après le crime, la lumière s'était éteinte, mais qu'elle avait eu tout le temps de voir le gosse alors qu'il était en train de poignarder son père. À mes yeux, il n'y a aucune faille. C'est un témoignage accablant. Tout repose sur lui, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette fois-ci, un juré convaincu par Davis démontre que le témoignage de la voisine ne tient pas la route. Pour illustrer son propos, il évoque les marques présentes sur la base du nez de la témoin. Ces marques prouvent qu'elle porte des lunettes. Or, elle ne les avait pas pendant le jugement et il semble invraisemblable qu'elle les ait portées si tard la nuit du meurtre alors qu'elle se disait assoupie. Cette fois-ci, la démonstration est magistrale. Le doute que le jeune homme a bien tué son père est immense. Les derniers jurés à convaincre se mettent à douter. Marco, lui, s'obstine.
Dans cette dernière scène, il fait preuve d'une mauvaise foi si grande qu'il illustre parfaitement une série de biais et de distorsions cognitives que je vais définir rapidement pour conclure cette vidéo. Comment ça, pas de lunettes? Est-ce que c'est parce qu'elle se frottait le nez qu'elle devait forcément porter des lunettes? Elle avait ses marques, je les ai vues. Et après, où voulez-vous en venir? Ah, vous me cassez la tête à force de gueuler. Allons, ne vous fâchez pas. Ici, Marco semble refuser les nouvelles informations apportées par la réflexion. Il s'agit d'un biais cognitif, l'illusion de savoir. Ce biais consiste à se fier à des croyances erronées pour appréhender une réalité et à ne pas chercher à recueillir d'autres informations. Il enchaîne. D'accord, elle a des marques sur le nez, je vous concède ça. Les marques de ses lunettes. Et elle ne veut pas porter celle-ci hors de chez elle pour paraître jeune. Mais lorsqu'elle a assisté à ce crime, elle se trouvait chez elle et toute seule. C'est tout. Biais de croyance, il se produit quand le jugement sur la logique d'un argument est biaisé par la croyance en la vérité ou en la fausseté d'une conclusion. Ainsi, des erreurs de logique seront ignorées si la conclusion correspond à ses croyances. Marco se convainc lui-même qu'il n'est pas logique que la témoin ne porte pas de lunettes chez elle le soir, parce qu'elle est seule et qu'elle n'a pas besoin de plaire. Il oublie volontairement que si elle ne porte pas de lunettes, c'est plutôt parce que ça n'est pas pratique. Ce que Davis lui explique avec brio. Alors il s'acharne. Est-ce que vous savez quel genre de lunettes cette femme-là porte? Peut-être est-elle presbyte ou porte-t-elle des lunettes de soleil? Qu'est-ce que vous en savez? Je sais uniquement qu'il est question de sa vue, c'est un fait nouveau. Vous ne croyez pas que cette femme aurait pu faire erreur? Non, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Le célèbre biais de confirmation, tendance très commune à ne chercher et ne prendre en considération que les informations qui confirment les croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent. Marco refuse en bloc tous les arguments qui ne vont pas dans le sens de sa croyance, en dépit de toute logique. Davis se lève et questionne les derniers jurés à convaincre. Tous changent leur vote pour non coupable. Nous en sommes à 11 contre 1. Vous êtes le seul. Alors je m'en fous d'être le seul. C'est bien mon droit. C'est votre droit. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis qu'il a tué. Nous voulons attendre vos arguments. Oh, je les ai donnés, mes arguments. Nous ne sommes pas convaincus. Voulez-vous les répéter? Marco est accablé. Les arguments exposés ont clairement mis en évidence la faiblesse de l'accusation. Malgré tout, il renforce davantage sa position avec déni et colère. C'est ce que l'on peut appeler l'effet boomerang. Il s'agit d'un phénomène selon lequel les tentatives de persuasion ont l'effet inverse de celui attendu. Les croyances initiales sont renforcées face à des preuves pourtant contradictoires. On peut dire que c'est un mécanisme de survie de l'ego. Marco est tellement impliqué personnellement dans la décision que pour lui, il ne s'agit plus d'arguments, mais d'estime de soi. Dans la suite de cette scène, il survole tous les arguments déjà évoqués en omettant de nombreux détails. Pour une meilleure immersion, je vous laisse l'extrait en entier. Tout ce qui ressort, je précise, tout ce qui ressort des débats devant la cour, le moindre petit détail accuse ce gosse. Me prenez-vous pour un crétin, messieurs? Reprenons l'histoire du vieux monsieur d'abord. Il habitait dans la maison, il a tout entendu, messieurs, tout. Quant à l'affaire du poignard, est-ce parce qu'on en a trouvé un analogue que ça change quelque chose? Le vieux monsieur a vu le gamin, là, dans l'escalier. Qu'est-ce que ça fait le nombre de secondes qui sont passées? Tout concorde, tous les détails. Le couteau qui tombe à travers un trou de sa poche. Où est la preuve que le vieux n'a pas atteint la porte? Prenez tout votre temps et faites en boitant le tour de cette pièce. Jamais vous ne le prouverez. Ici, on pourrait extraire différents biais, mais il me semble plus pertinent de s'attarder sur le fond du raisonnement. Depuis le début, Marco fait du jugement une affaire personnelle. Plus le débat évolue, plus ses interventions l'ont démontré. Tout ce qu'il dit met sous les projecteurs une distorsion cognitive liée au conflit qu'il entretient avec son fils. C'est la surgénéralisation. Elle consiste à tirer une conclusion générale sur la base d'un seul ou de quelques incidents. Puisque son fils l'a fait souffrir, tous les fils sont coupables et tous mérite de payer. Cette pensée de base est une pensée mère, car elle anime tous les biais ou distorsions que l'on a pu évoquer jusqu'à maintenant. C'est la pièce maîtresse qui régit la pensée de Marco. La suite est une manifestation de cette source. Et le cinéma, qu'en faites-vous? Ah, s'il y a bien une histoire qui ne tient pas debout, c'est celle-là. Moi, je parie 5000 $ que je saurais me rappeler les films que je vois. Excès de confiance. Petite parenthèse avant de finir, les phrases qui commencent par « je parie »,« j'en mettrai ma main au feu »,« ma main à couper » ou « la vie de ma mère », etc. sont souvent des biais d'excès de confiance. L'excès de confiance est la tendance à surestimer ses capacités. Et pour finir, le masque de Marco tombe en apothéose.
Je vous dis que j'ai tous les faits ici. Oui, ici. Ah. L'affaire est là tout entière. Vous jouez tous les bons samaritains. Vous croyez sans doute m'intimider, mais j'ai le droit de garder mon opinion. Saleté de gosse. Tu me dégoûtes, oh oui, tu me dégoûtes. Non. Non, coupable. Non, coupable. Maintenant, l'ego de Marco est à terre. Il se retrouve en face de son propre système de pensée. Il est contraint de changer d'avis. Une autre distorsion cognitive importante régit sa pensée à ce moment-là. Il s'agit du blâme. Le blâme consiste à tenir à tort les autres pour responsables de ses propres émotions ou au contraire à se blâmer pour celles des autres. Marco considère que sa souffrance provient des actions de son fils, comme si le jeune homme était responsable du malheur de son père. En conclusion, on a vu que notre pensée a deux vitesses. La pensée rapide nous pousse à faire des choix automatiques, intuitifs et émotionnels. L'idée dominante derrière ce système de pensée est d'aller à l'essentiel, car nous ne pouvons pas toujours passer des heures à évaluer les arguments qui nous sont présentés. Le risque est de solliciter uniquement ce système de pensée, ce qui au vu de l'exemple de Marco peut entraîner des erreurs de jugement, construire un état d'esprit malsain, voire nous renfermer sur nous-mêmes au point d'être rejetés par les autres. Quant à la pensée lente, elle implique une réflexion consciente et rationnelle qui permet de mettre davantage d'objectivité sur nos prises de décision, mais nécessite un effort d'attention particulier. L'idée à retenir ici est qu'il est essentiel de prendre du recul sur nos opinions pour éviter les impasses. Il peut être pertinent de nous considérer comme des artisans de la pensée. Ainsi, nous pourrions voir nos décisions comme des objets manufacturés par nos esprits et en questionner le mode de production. On pourrait aussi retenir que les fortes implications émotionnelles représentent un danger dans l'expression d'une pensée libre. Enfin, à l'image du personnage de Davis, la plus grande de toutes les forces réside dans le calme. Il y avait beaucoup d'informations dans cette vidéo, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Mon but était de vous aider à mieux identifier les mécanismes psychologiques qui nous poussent à prendre des décisions. J'ai pensé que le film 12 hommes en colère était parfait pour illustrer mon propos. C'est un ancien film, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre du cinéma. Sachez que si vous vous reconnaissez dans certains passages, créer un environnement mental sain, c'est quelque chose qui s'apprend. Et vous n'avez pas forcément besoin de faire des heures de méditation ou de suivre un programme compliqué pour y arriver. Et si vous êtes intéressé par la psychologie humaine et la manière avec laquelle vous prenez des décisions, cet apprentissage est ultra intéressant. Donc si vous observez un inconfort fréquent vis-à-vis de ce que vous pensez ou que vous reconnaissez en vous certaines gênes psychologiques, j'ai créé un entraînement dans lequel je vous accompagne de manière pratique. L'idée n'est pas de définir toutes les dérives du dictionnaire de la psychologie moderne, mais de vous inviter à pratiquer des exercices attentionnels dans le but de stimuler en vous un changement progressif. Par contre, ce n'est pas une méthode en 10 étapes, il s'agit vraiment d'un entraînement. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à la salle de sport pour se construire un corps ou une bonne santé physique. Pour moi, on peut aussi créer un espace d'entraînement pour son esprit. Pour découvrir l'entraînement, c'est très simple, cliquez sur le diamant qui se trouve dans les premières lignes de cette vidéo. Merci, vous faites partie des 30% de personnes qui regardent les vidéos en entier et il est probable que grâce à vous, YouTube m'aide à rendre cette vidéo plus visible. D'ailleurs, elle sort un peu de ce que j'ai l'habitude de faire et sa réalisation m'a demandé beaucoup de temps d'écriture, de recherche, d'attention et de montage. Alors si en plus de votre attention, vous voulez participer à son référencement, je vous invite simplement à laisser un like ou un commentaire et ça va aider YouTube à mieux la rendre visible. Et enfin, si vous pensez évidemment que ça peut aider des gens, je vous invite tout simplement à la partager. Je souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, comme d'habitude et aujourd'hui plus que jamais, on dit coupez.